Bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Merci de votre présence ce Merci soir. On va revenir en détail sur les annonces faites à la mi-journée depuis l'Élysée, à l'issue d'une vision-conférence que vous avez partagée avec Emmanuel Macron et une douzaine d'artistes. Mais d'abord pour répondre aux interrogations précises du monde du cinéma soulevées par Patrick. Quelle pourrait être la réponse apportée? Déjà, tordre le cou, tordre le bras, tordre le bras aux assureurs, les obliger à couvrir le risque Covid-19, ce qui est la condition sine qua non à la reprise des tournages, en quelque sorte. Ce qui concerne le cinéma, c'est un art évidemment très populaire. Les Français sont passionnés de cinéma. C'est un des arts qui est le plus apprécié par nos compatriotes, qui se ruent dans les salles de cinéma, qui est un des réseaux de salles les plus importants en Europe. Plus de 6000 salles, 200 millions d'entrées par an. Et ce qui fait la force du cinéma, c'est les salles, j'y vais revenir, mais c'est aussi les productions, c'est-à-dire les films. Et pour recommencer à faire des films, il faut... Des films et des fictions. Des films et des fictions pour l'audiovisuel. En ce qui concerne le cinéma, c'est les films. Il faut pouvoir d'abord répondre à un certain nombre de normes de sécurité sanitaire. Vous les avez rappelées, bravo pour le document que vous avez retrouvé, c'était très drôle, mais la réalité est moins drôle au quotidien. Et donc, M. Briquer, Dr Briquer a fait des propositions, mais c'est des propositions parmi d'autres. Comme vous l'avez rappelé, rien n'est encore finalisé. Mais nous y travaillons, le ministère de la Culture, à travers le CNC, les organisations professionnelles, les organisations syndicales, dans le cadre de la branche de la production cinématographique et audiovisuelle, pour faire un espèce de référentiel de ce qu'on peut faire en matière de normes sanitaires. Et puis derrière, il va falloir les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il faut que les producteurs puissent être garantis si jamais le risque Covid était avéré et qu'ils avaient des problématiques pour stopper le tournage. Et donc avec des coûts à financer à la clé. Et donc il faut de l'assurance. Les assureurs aujourd'hui, effectivement, ne veulent pas assurer ce risque Covid. Donc il y a deux solutions. Un, leur tordre le bras, on a essayé, on n'y arrive pas. Soit de trouver une solution alternative, qui est de créer un fonds d'indemnisation qui permettra, en cas de besoin, de pouvoir payer les producteurs pour le financement du risque. Donc l'État devient assureur, mais l'État, et pas simplement l'État. En partie aujourd'hui ? Pas en partie, totalement. C'est un fonds d'indemnisation. Pour tous les tournages et séries annulées ? Plusieurs dizaines de millions d'euros. On est encore en train de finaliser le montant, mais ça sera plus de 50 millions d'euros, qui devra être, qu'on souhaite qu'il puisse être abondé par les régions. Et les premiers contacts que j'ai avec les régions sont très positifs. Et aussi abondé par les assureurs, ça a été dit par le président de la République tout à l'heure, et un certain nombre d'acteurs privés qui sont très intéressés par ce secteur d'activité, à commencer par les banques. Donc les tournages qui ont été annulés jusque-là et ceux qui pourraient l'être dans le futur. C'est surtout pour ceux qui le seraient dans le futur. Il s'agit de sécuriser les producteurs dans le montage de leur production au cas où il y aurait un Covid, un risque Covid qui les obligerait à cesser leur production. C'est clé, c'est acté et ça va permettre de pouvoir recommencer des productions, des films, des fictions dans les semaines qui viennent. Il faut le temps justement de régler ces questions sanitaires, de pouvoir éventuellement, faisant preuve de bon sens, de responsabilité, de créativité, trouver les voies et moyens pour permettre que tous ces critères et toutes ces normes sanitaires soient respectées et en même temps faire face aux spécificités du cinéma. Vous parliez des scènes d'amour, vous parliez des proximités entre techniciens parfois et artistes. Bon, c'est tout ça qui reste à régler. Et il y a un troisième point qui est fondamental, c'est le financement aussi de ces productions. Vous savez qu'on a un système unique en France qui fait que les diffuseurs du cinéma, les salles ou les chaînes de télévision financent les productions et financent la diversité de la production. Le problème, c'est que les salles, il n'y a plus de rentrée financière puisqu'on a annuler on a reporté les taxes et l'idée c'est de travailler à les annuler. Il y a la baisse du chiffre d'affaires de la publicité dans les chaînes d'information de télévision, moins 80% en avril par exemple, qui fait que c'est d'autant moins d'argent pour financer la création et donc il est très important de faire contribuer d'autres acteurs. C'est ce qui était dans le projet de loi audiovisuel, de faire financer les plateformes qui, elles, ont profité à plein du confinement, qui apportent un service important à nos compatriotes et qui, grâce à la transposition d'une loi européenne dans la loi française, la directive dite SMA et la directive dite droit d'auteur, va permettre d'obliger les plateformes à financer les productions cinématographiques audiovisuelles. Qui est toujours dans le calendrier parlementaire ou qui est reporté sine die? On veut transposer avant la fin de l'année pour qu'à partir du 1er janvier 2021, les plateformes investissent massivement dans les productions françaises. Alors, est-ce que c'est dans le cadre du PJL? Est-ce que c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une ordonnance pour aller plus vite, pour transposer? C'est pas important. Le but, c'est pas qu'il y ait une loi marquée Riester. Le but, c'est que les dispositions qui sont dans la loi soient les plus rapidement mises en œuvre.
pour que 1er janvier 2021, pardon, Netflix, Amazon. Disney, Amazon et les autres plateformes investissent massivement dans la production française. Et on veut d'ores et déjà négocier avec elles, en leur disant 1er janvier 2021, vous allez avoir les contributions, travaillons ensemble aux modalités de mise en œuvre de ces obligations. Le CNC, le ministère de la Culture, les producteurs, les professionnels, les auteurs seront bien évidemment impliqués dans ces négociations. Un mot sur les salles, un fauteuil, 2 fauteuils, une échéance. Vous savez, le cinéma, ce que je disais, c'est un film, c'est le travail des artistes, des techniciens, des réalisateurs, des auteurs, des scénaristes, mais c'est d'abord et avant tout aussi la salle. C'est cette émotion unique que nous avons dans une salle noire où nous assistons à une projection d'un film. Ce réseau de passionnés qui, partout en France, nous permettent de partager ces émotions. Et ils ont envie de rouvrir le plus vite possible, en respectant les normes, en ne mettant pas en danger ni leurs salariés, ni les spectateurs. Mais nous voulons travailler, et nous travaillons avec eux pour que la réouverture soit la plus rapide possible. Alors, la Fédération des cinémas nous dit, et les différentes associations d'exploitants de salles nous disent il faut 4 semaines minimum entre la décision de réouvrir et le moment où on réouvre. Une date éventuellement potentielle, c'est 1er juillet. Et vous savez que fin mai, nous prendrons le temps de toute une série de décisions pour voir où en est la circulation de l'épidémie et si on peut aller plus loin dans le déconfinement. C'est vrai pour les salles de cinéma, c'est vrai pour le spectacle vivant. C'est vrai pour le rassemblement d'une façon plus générale. C'est vrai pour le patrimoine, avec les grands musées et les grands monuments historiques, par exemple. Toutes ces décisions seront prises fin mai, début juin. La problématique des règles sanitaires, très difficiles à appliquer, est exactement la même pour les salles de théâtre, de concert, de spectacle. Comment mettre en œuvre les mesures barrières? C'est tellement compliqué que ça fait dire au directeur de l'Opéra de Paris qu'il serait plus simple, dans ces conditions, de ne pas rouvrir du tout. On écoute Monsieur Lissner. On vient de parler de ce protocole pour reprendre les spectacles. Je vous dirais d'une façon un tout petit peu brutale, ce protocole est absolument impraticable. Alors, suppression des entr'actes, c'est impossible. Quand on fera le Tristan de Richard Wagner qui dure 5 heures sans entr'acte, je ne sais pas très bien comment on fera pour les chanteurs. Comment on ferait pour faire entrer à l'Opéra Bastille 2700 personnes en respectant les distances. La distance dans une fosse d'orchestre, c'est impossible. La distance sur scène pour les chœurs, c'est impossible. On ne peut pas faire demain, en tout cas en ce qui concerne l'Opéra de Paris, proposer demain des spectacles au rabais dans lesquels l'exigence artistique serait mise à mal. Non, ça me semble très difficile. Que répondez-vous à Stéphane Lissner, qui s'inquiète de ces spectacles au rabais? Est-ce qu'il va falloir D'abord, il a raison sur le fait qu'évidemment, il y a des spécificités de l'opéra qui complexifient les choses par rapport à d'autres disciplines artistiques. Une lecture en extérieur avec une petite jauge, c'est moins compliqué a priori à mettre en œuvre que réunir un orchestre dans une fosse, des chanteurs, des danseurs dans un lieu confiné avec des milliers de spectateurs. Bon. Eh bien, il va falloir malgré tout avoir la volonté d'ouvrir avec détermination, en respectant, encore une fois, les sécurités, parce que la sécurité sanitaire de nos compatriotes est essentielle. En renonçant à des opéras de Wagner, quoi, en quelque sorte. Et en même temps, en faisant preuve d'inventivité. Et c'est là où je ne suis pas complètement en phase avec Stéphane Lissner, que je respecte beaucoup par ailleurs, c'est qu'il va nous falloir quand même beaucoup, à la fois de bon sens et de créativité. Peut-être qu'effectivement, les spectacles tels qu'on les connaît à l'opéra ne pourront pas être créés et se produire à court terme, mais peut-être qu'on pourra faire de la captation avec la possibilité, s'il n'y a pas de public, de réorganiser les orchestres différemment, peut-être faire des formes d'opéra renouvelées, en plus petit format. Peut-être qu'il va falloir sortir des murs, comme l'opéra a su le faire dans certaines périodes récentes. Bref, soyons inventifs et continuons d'entretenir ce lien qu'il y a entre les artistes et leur public, d'une façon ou d'une autre. Et il faudra aussi un accompagnement, à la fois un accompagnement de l'État, un accompagnement des collectivités et un accompagnement du public et des mécènes. On ne peut pas casser, on ne peut pas perdre cette richesse qui est la richesse créative de notre pays et la richesse de l'Opéra de Paris en tout particulièrement. Ce ballet, cet orchestre, ces chœurs, ces décors, ces femmes et ces hommes qui ont une créativité et un talent extraordinaire. Mais il va falloir du temps, de l'inventivité et du bon sens.
C'est un peu ce que vous dites. On peut dire souplesse, on peut appeler ça du bon sens. Mais toujours la sécurité. Le président a fait donc plusieurs annonces avec vous à ses côtés, un fonds d'indemnisation pour les séries ou tournages annulés, on en a parlé, et surtout mesures qui étaient attendues, espérées, demandées sur tous les tons, parfois à grand renfort de pétition, la prolongation des droits des intermittents jusqu'en août 2021. Le soulagement est immense, vous pouvez l'imaginer, dans le monde de la culture, qui s'est senti oublié pendant cette crise et qui vous l'a fait savoir. Il était justifié ce sentiment d'abandon ? En tout cas, je comprends les inquiétudes, je comprends les angoisses, les intermittents qui sont des artistes, qui sont des techniciens du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma, qui sont l'âme de la culture, qui sont le ciment sur lequel qui tient tout la créativité artistique dans notre pays, avec les artistes-auteurs bien évidemment, et qui ont des métiers très précaires, avec des contrats très volatiles, et donc avec une insécurité économique et sociale très forte. Et donc il y a ce régime extraordinaire, à la fois économique et social, qui est une force de notre pays depuis des années, qui est unique au monde, et qui doit être préservé. Nous l'avons fait dans l'urgence. Nous avons préservé le système et nous avons préservé celles et ceux qui bénéficient de ce système pendant la crise. Les 3 mois de prolongation des droits, le fait que pour les entreprises qui emploient des intermittents, qu'elles puissent bénéficier du chômage partiel, est unique là aussi encore en Europe et dans le monde. Mais vous n'avez pas beaucoup dit. Mais oui, vous êtes resté très longtemps silencieux. Il vous reproche de... Oui, d'avoir été aux abonnés absents, je crois. Peut-être, mais en tout cas, concrètement, leurs droits ont été prolongés. Les organisations syndicales et les organisations professionnelles qui sont nos contacts au quotidien étaient tout à fait au courant de ces décisions. C'est-à-dire que vous avez œuvré en coulisses, mais vous ne l'avez pas fait savoir, Franck Riester. Est-ce qu'il y a une explication ? Pourquoi vous êtes resté si longtemps silencieux ? D'abord, vous savez, on était dans un temps où il fallait lutter d'abord contre la crise sanitaire, contre l'épidémie, où la communication que les gens avaient envie d'entendre, c'est d'abord et avant tout comment on se protège, comment on est soigné, est-ce que le système hospitalier va tenir, c'est les remerciements pour les personnels soignants, pour celles et ceux qui étaient en première ligne pour nous continuer à nous nourrir, à nous déplacer. On vous a demandé de ne pas venir brouiller les messages qu'on considérait essentiels à ce moment-là ? En tout cas, il était important de mobiliser la communication du gouvernement sur la lutte contre la crise, la lutte contre l'épidémie, la crise sanitaire et toutes les mesures transversales qui touchaient tous les secteurs d'activité. Pour autant, on travaillait avec toutes les équipes du ministère de la Culture, en lien avec les organisations syndicales, les organisations professionnelles, pour prendre les mesures d'urgence pour sécuriser les intermittents du spectacle, sécuriser les artistes-auteurs. Il y a encore malheureusement des personnes qui ne sont pas prises en compte par les dispositifs qu'on a mis en place. C'est pour ça que là, on lance un fonds de professionnalisation, de solidarité sociale, pour ceux qui, en théorie, devraient bénéficier du régime d'intermittence, mais qui n'en bénéficient pas, et qui donc, aujourd'hui, ont concrètement plus de revenus. Et donc ceux-là, on va les rattraper, si je puis dire, avec ce fonds de solidarité. C'est la raison pour laquelle, avec Bruno Le Maire, on a fait en sorte que le fonds de solidarité pour les indépendants puisse intégrer les spécificités des artistes-auteurs, ce qui n'était pas le cas au départ. Bref, ces mesures d'urgence, il fallait les prendre, et il fallait les prendre pas forcément en allant déclamer ce qu'on est en train de faire sur les plateaux, mais en étant dans la soute, en train de régler les problèmes. Donc quand un avis de recherche a été ironiquement lancé sur les réseaux sociaux, ça c'est pas grave. Vous dites quoi ? Tout ça, c'est l'écume. C'est injuste ? Non, je ne suis pas là-dedans, vous savez. Moi, je me bats pour une chose, pour faire en sorte que l'on sauve la culture. Vous savez, c'est une partie de l'âme de la France, la culture. Les arts et la culture. Les Français, ils sont très attachés, c'est une part de leur identité. Regardez comment la culture, les artistes qui se sont mobilisés d'une façon extraordinaire pendant la crise, ça a permis à nos compatriotes de tenir pendant le confinement. Et on est convaincu avec le président de la République que c'est ce qui va nous permettre de rebondir. C'est ce qui va nous permettre de refonder quelque part le modèle français. C'est de miser sur les arts et la culture. Et donc, en même temps que nous prenions les mesures d'urgence, nous travaillions aux mesures à plus long terme, les mesures que nous appelons de résilience, de résistance dans les semaines qui viennent pour accompagner le déconfinement et qui vont être essentielles. Et dans ces mesures, il y a bien évidemment la sécurisation sur le temps long des intermittents du spectacle en prolongeant leurs droits jusqu'à fin août 2021. La fameuse année blanche qui était demandée par beaucoup, eh bien, l'année blanche, elle a été accordée. Et on est convaincu que sécuriser les artistes, les techniciens, avec cette volonté, en faisant preuve de bon sens et de créativité, de retrouver leur public, de recréer, vont être exemplaires et vont
démontrer à quel point, effectivement, ils sont au cœur de ce rebond français. Juste avant de passer la parole à Patrick, le fait d'avoir été touché par le virus, ça a été aussi une explication pour votre absence et le fait que vous avez peut-être été plus discret dans les premières semaines de Écoutez, oui, du confinement. J'ai été touché. J'ai eu la chance de ne pas être hospitalisé sous oxygène, mais j'ai été sonné par ce virus, comme certains le sont, avec effectivement beaucoup de fatigue pendant de nombreuses semaines. Mais j'étais quand même aux manettes, avec mon équipe qui s'est mobilisée d'une façon exceptionnelle. Vous savez, le ministère de la Culture et les administrations en général, qui sont souvent pointées du doigt, elles font un travail remarquable, souvent dans l'ombre. Et j'étais hier en comité technique ministériel avec les organisations syndicales et je leur ai dit à quel point j'étais fier d'être le ministre d'un ministère aussi mobilisé pour ces artistes, pour ces auteurs, pour tous les publics, pour les collectivités territoriales. Et ce ministère-là, il a tourné. Moi, j'étais évidemment pas aussi présent qu'on pourrait l'être quand on est en bonne santé. Mais en tout cas, j'étais là pour les décisions en lien avec mes équipes. Mais ce qui est certain, c'est que ce virus, quand on l'a vécu, on se rend compte de l'importance des mesures de protection, des mesures de confinement qui ont été prises et des mesures ensuite de distanciation physique, de protection, éventuellement de masques si les protections physiques n'est pas possible, de gestes barrières. Brièvement, l'été culturel, le président l'a évoqué tout à l'heure lors de son intervention en appelant les artistes à être créatifs, à aller au-devant des Français, des jeunes Français dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, etc. Certains artistes se sont demandé si on leur demandait de partir en colonie de vacances. Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de les sécuriser. Et ensuite, l'idée, c'est de leur dire il faut que rapidement vous recriez, rapidement vous répétiez, rapidement vous puissiez avoir des débouchés pour vos créations. C'est pour ça qu'on lance un grand plan de commande publique dans tous les champs de la création artistique. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit on va rouvrir l'école différemment. Profitons de cette opportunité pour réinsister encore davantage sur l'importance de l'éducation artistique et culturelle, de remettre des enfants devant des œuvres, en contact avec des artistes, de pouvoir bénéficier de cours d'histoire de l'art. Donc vous confirmez l'appel aux bonnes volontés. Et donc oui, je confirme. Qui seront éventuellement je confirme l'appel, mais c'est pas lié à l'année blanche, c'est pas lié à la prolongation des droits. C'est juste dire, profitons de cette réorganisation du temps scolaire pour pouvoir davantage mettre encore d'artistes en contact de nos jeunes. C'est la raison pour laquelle demain, j'ai un haut conseil à l'éducation artistique et culturelle que je co-préside avec Jean-Michel Blanquer et ça sera au cœur de nos travaux parce que nous voulons, tant pour la fin de la période scolaire jusqu'à fin juin, mais aussi cet été, pour reprendre l'expression du président, d'avoir un été apprenant et culturel, que les artistes soient tout au long de l'été en contact avec tous nos jeunes. Mais justement, il y a un petit festival en plein air en août de la troupe Soliles, une compagnie de théâtre qui me demande de vous poser la question. C'est en plein air, en août, est-ce que ce sera possible, oui ou non ? Eh bien, fin mai. 80 personnes. Fin mai, on verra si on peut aller plus loin dans le déconfinement. Pas de réponse ce soir ? Non mais si, j'ai une réponse, c'est fin mai, on verra si on peut aller plus loin dans le déconfinement. Et si on peut aller plus loin dans le déconfinement, avoir des rassemblements plus importants que les 10 qui sont aujourd'hui limités du 11 mai à fin mai, oui, ce sera possible. Début juin, à ce moment-là, si les gestes préconisés dans les guides sont respectés, ça sera peut-être possible. Merci. Et ça sera décidé in fine, entre le maire et le préfet et les organisateurs des festivals ou des spectacles qui auront des mots. Merci Franck Riester. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment ce texte de Vincent Lindon qui est un grand comédien. Il se présente comme un spécialiste en rien mais intéressé par tout. Il a des idées de faire entendre sa voix, non pas tant sur la culture mais de façon plus générale sur la crise sanitaire que nous traversons. Une longue réflexion lui face caméra pour Mediapart avec une interrogation sur le dénuement sanitaire dans lequel s'est trouvée la France en mars dernier.